Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, on va parler un peu de savoir-faire, de technique, de forme, de couleur, de ressenti, puisqu'on va parler avec la céramiste Pia van Petegem. Depuis 2015, Pia est installée dans son atelier au Kremlin-Bicêtre, non loin de Paris, et y déplie un univers entre maîtrise de la matière et création sensorielle où la terre est placée au centre de tout. Et si elle donne aussi des cours dans ce même atelier, c'est à mon micro qu'elle a accepté d'en dire plus sur cette pratique afin de transmettre un peu les valeurs de ce métier. Alors avec Pia van Petegem, on a parlé de cette matière si particulière qu'est la terre, des qualités que le métier de céramiste implique, ou encore de l'envie de transmettre qu'elle a eue progressivement. Bonne écoute! Bonjour Pia. Bonjour Thomas. Alors en 2020, j'étais allé dans l'atelier du peintre Thomas Lévillane, je ne sais pas si tu connais. Ouais. Et je dois dire que j'adore ça, aller dans les ateliers, parce que c'est là où tout se passe pour les artistes, pour les artisans, et plus généralement pour mes invités. Alors là, j'ai de la chance, on s'est donné rendez-vous dans le tien, celui que tu as ouvert en 2015 au Kremlin-Bicêtre, à côté de Paris. C'est un lieu où tu crées, c'est un lieu où tu donnes des cours. Oui, tout à fait. Mais quelles ont été les grandes étapes pour parvenir à ouvrir cet atelier qui est quand même très beau, très lumineux, très grand, tu donnes des cours, je l'ai dit, ça s'est pas fait en un claquement de doigts, je suppose. Non, c'est sûr, c'est un long cheminement. Ça a commencé, moi j'ai eu la chance de toujours voir des ateliers, parce que en fait ma grand-mère a beaucoup fait de céramque, et du coup il y a toujours eu des ateliers partout, dans les maisons de vacances, même à Paris, elle s'était fait un petit coin dans son appartement, un petit coin atelier. Et donc j'étais un peu toujours au vu de la terre, cette odeur, ce mélange d'humidité et de poussière que j'adore. Et du coup, j'en ai toujours fait un peu comme ça depuis petite. J'en ai fait même à l'école. Et vers 18 ans, j'ai recommencé à prendre des cours de céramique et plus particulièrement de tournage. Voilà, mais après, moi, ça a été un long cheminement, j'ai beaucoup navigué entre différentes pratiques, j'ai fait aussi un peu de photos, un peu de gravure, j'ai fait ensuite de l'histoire de l'art, donc voilà, j'ai un peu navigué des deux côtés de la barrière. J'ai voulu aussi m'occuper d'artiste à un moment, j'ai travaillé un peu dans une galerie, et puis la céramique est vraiment revenue avec cette force et cette envie finalement de me dire que c'était de comprendre que c'était la matière qui me permettait vraiment de m'exprimer au mieux et qui me procurait en plus des sensations magiques. Est-ce qu'il y avait une espèce de, je sais pas, d'envie de perpétuer une espèce de tradition familiale aussi, ou pas du tout ? Pas tellement, mais c'est vrai que je sais pas si c'est en lien tellement avec la tradition. Bon, c'est sûr que j'ai la chance d'avoir une famille hyper créative, et que je trouve que c'est un grand luxe et c'est un privilège. Et je pense que je suis toujours très impressionnée par les gens qui créent, qui n'ont pas eu cet accès-là non plus à la culture. Enfin, moi, on m'a toujours emmenée dans des musées, on m'a toujours appris à regarder, voilà. Mais c'est vrai que c'est venu assez naturellement, parce que je crois que ce contact avec la terre, en fait, et c'est vraiment quelque chose qui me bouleverse. Je pense que je suis une ultra sensorielle, et c'est vrai que c'est la seule matière avec laquelle on peut entrer en contact directement avec la main, avec la peau, ce qui n'est pas le cas de toutes les matières et de tous les artisanats. Et je suis toujours bouleversée par ces sensations et par ce rapport au corps qui est hyper fort. Donc voilà, ça ancre vraiment et le corps et l'esprit. Et voilà, et puis c'est vrai que c'est aussi une histoire de transmission, en revanche, par rapport à cet artisanat et à ce patrimoine-là et à ce savoir-faire-là, effectivement, qui est ancestral, quoi. Donc la terre, c'est un matériau. Voilà, ce que je te disais tout à l'heure, c'est un matériau, une matière première, au sens même de primaire et d'essentiel, et que on travaille évidemment plus comme les potiers du Moyen-Âge, mais voilà, à part que les fours sont électriques, et c'est à peu près la seule différence, mais on peut toujours d'ailleurs cuire au bois, cuire avec des cuissons traditionnelles. Donc voilà, on travaille avec l'eau, la terre, le feu, voilà, et donc c'est assez bouleversant de se dire que c'est aussi des gestes ancestraux et partagés partout dans le monde, par tous les potiers du monde, qui ont ce lien commun, et souvent des gestes probablement différents, mais aussi beaucoup de choses communes, et un rapport aussi au temps et à la terre et à la nature qui est assez propre à la céramique, je pense. Comment tu choisis ta terre ?
selon le projet beaucoup. Ouais. Selon le projet, parce qu'il y a certaines terres qui sont adaptées à certaines techniques, qui sont adaptées à certains dessins. Par exemple, si tu viens me voir en me disant « Ouais, je voudrais un tube de 3 mètres de long en porcelaine, sans déformation, nickel, bien droit et tout », je vais pas être en mesure de le faire ici, en tout cas pas avec mes outils. Donc c'est souvent en fonction d'un projet, d'un design, j'aime pas trop ce mot, mais voilà, en tout cas d'une forme voulue. Après aussi, justement, quand il y a ce que je te disais tout à l'heure, la porcelaine, par exemple, qui a cette capacité, cette caractéristique de translucidité. Donc je sais que j'ai aussi pas mal bossé sur des luminaires, sur des petits photophores, et cette qualité de la porcelaine-là aussi m'intéresse selon l'objet. Après, ça peut être aussi une idée une volonté d'avoir un rendu d'une matière peut-être plus brute, plus terrienne. Donc, dans ce cas-là, je vais m'orienter vers des terres un peu plus chargées, plus chamottées, que je vais pas forcément recouvrir d'émail, donc de cette Comme couverte. Quoi Pardon ? Comme quoi Des terres, ce qu'on appelle chamottées, c'est des terres par exemple qui ont des petits grains déjà intégrés dedans, qui sont des grains de terre qui sont plus grossiers, qui sont déjà cuits, et qui donnent une sorte d'armature à la terre, et un côté par exemple rugueux quand tu vas par exemple passer un coup d'éponge sur ces terres-là, les petits grains vont ressortir, et tout de suite ça donne un autre aspect à la terre, un autre toucher. Et on le voit qu'il y a une multitude aussi de couleurs de terre. Là, je travaille, ils ont mis au point mes fournisseurs une terre noire que je trouve vraiment très noire et très belle. Il y a des grès beaucoup plus beige, couleur sable. Il y a toute une multitude de couleurs de terre qui sont assez intéressantes. Donc en fonction des envies. Alors la terre, c'est une matière qui réagit beaucoup, on vient de le comprendre, notamment avec la porcelaine. Est-ce qu'il t'est arrivé de produire quelque chose un peu par hasard ? Beaucoup, il y a toujours des surprises. C'est assez magique, hein. C'est un peu comme à Noël le four, donc t'as des cadeaux que t'as voulu et d'autres moins. Eh oui. Mais c'est beaucoup par les erreurs, évidemment qu'on apprend. Oui, par hasard, c'est beaucoup quand même. Les pièces que je fabrique sont quand même souvent issues de cette recherche autour de la matière, justement, d'essayer de travailler sur les contraintes de la matière. Par exemple, avec mes assiettes en porcelaine verso qui viennent se déformer justement à la cuisson, j'ai voulu jouer avec cette déformation, ces contraintes de la matière, justement pour essayer d'avoir un sens à l'objet, un design de l'objet qui soit vraiment en lien avec ce matériau et qui aurait moins de sens d'être fait dans une autre matière et d'utiliser vraiment les matières comme ça. Donc c'est plutôt pousser certains défauts peut-être, et certaines contraintes de la matière pour en sortir quelque chose, un propos voulu et une forme, qui ait du sens. Et puis oui, des accidents peuvent arriver. Tout à coup, même une pièce au tournage que tu déformes avec un geste involontaire, et puis il peut naître évidemment, des choses de ces accidents. Après, je trouve que c'est toujours intéressant c'est vraiment une matière qui demande à être maîtrisée, et je trouve ça toujours plus intéressant d'avoir des défauts voulus, ou en tout cas des déformations, ou que ce soit décidé. Je trouve ça toujours dommage quand on sent que on joue sur l'accident juste parce que c'est un manque de technique, quoi. Et que je préfère quand c'est un choix, c'est une écriture, c'est une décision, qui a un peu un propos derrière, parce que c'est assez facile de mal faire. C'est assez facile de mal faire, et précisément, qu'est-ce qu'il faut travailler quand on fait de la céramique ? Qu'est-ce qu'il faut travailler ? J'imagine la patience, l'humilité. C'est tout ça, c'est... Pardon, je suis en train de... Oui, écoute. Donc tout ça, c'est vraiment patience, humilité et persévérance. Parce qu'on ne peut absolument pas contrer le temps de la terre. C'est pour ça que c'est aussi, je pense, une discipline qui revient beaucoup, parce qu'on est en quête je pense, d'une autre temporalité, d'un temps plus lent. Et c'est aussi... je sais que la pratique de la céramique a un peu explosé pendant le confinement. Ça ne m'étonne pas, parce que je pense qu'on est très déconnecté aussi de la matière, de notre corps, de la sensation du toucher. Et donc, il y a un temps de la terre qu'on ne peut absolument pas brusquer. En tout cas, si on essaye si on ne respecte pas ce temps, c'est sûr que il va y avoir des soucis. Et la matière nous renvoie en permanence la façon dont on la traite, dont on la respecte. Et il faut vraiment savoir être à l'écoute, attendre, respecter ce temps de la matière, et donc qui est un peu à contre-courant d'un temps, même d'un temps de l'image. Quand je pense aussi
Je pense aussi à Instagram, aux réseaux sociaux où il faut publier du contenu. Je pense qu'il faut aussi, c'est pas le temps d'une production, c'est pas le temps d'une réflexion, c'est des temps beaucoup plus lents, beaucoup plus longs de faire des essais, de mettre au point une forme, pardon. Ouais. Il y a aussi toute la recherche de couleurs, donc c'est des temps très lents. Et puis persévérance, oui, parce que pareil, c'est des gestes qu'on doit répéter. C'est vraiment une pratique presque sportive ou presque comme un musicien, quoi. Je pense qu'effectivement, il faut faire ses gammes. Et il y a un temps de la main qui n'est pas un temps intellectuel. Et on peut avoir compris ce qui se passe dans la matière ou compris le geste. Mais il y a vraiment un moment où c'est en faisant que le corps va intégrer quelque chose. Il y a vraiment des déclics. Et souvent, c'est assez intéressant parce que quand les gens s'arrêtent un petit peu, par exemple, pendant un stage, entre les 2 jours du stage, souvent la nuit, il y a quelque chose le corps a intégré, le corps a digéré, et c'est un temps qui est pas le même pour tout le monde, c'est un temps qui est pas non plus linéaire, il y a des à-coups, il y a des moments où on a l'impression un peu de stagner, mais en fait tout ça c'est en gestation, et vraiment la pratique de la main est essentielle, quoi. Et il y a un moment où c'est assez émouvant d'ailleurs et bouleversant quand tu sens que ces petits moments de grâce dans l'atelier où tout se passe bien, où la terre est bien préparée, où tous les gestes s'enchaînent parfaitement, et puis tout d'un coup la main, tu commences à pouvoir rêver, penser à autre chose. Moi j'écoute beaucoup de musique ici, donc ça devient vraiment comme une chorégraphie, tes outils sont parfaitement posés, tout s'enchaîne, c'est fluide. Et ça, c'est vrai que c'est des moments assez beaux où tu as l'impression d'avoir une discussion, de faire corps avec cette matière, et que vous vous écoutez, que c'est une vraie danse. Enfin, c'est très 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 fort, en tout cas moi. Il y a quelque chose de très puissant. Je pense que c'est pas pour rien que tout le monde, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la céramique et qui ont envie de pratiquer, parce que ça renvoie à quelque chose de très fort. On est obligé d'être centré aussi, parce que effectivement, si t'es pas bien dans tes pompes, si t'es pas calme, posé, centré, ça va pas bien se passer. La terre, c'est vraiment, alors ça fait toujours, on a un peu une blague avec des copains céramistes, la terre est un miroir, donc voilà, ça te renvoie vraiment l'état dans lequel t'es. Oups. Et c'est souvent assez drôle aussi pendant les cours, parce que les façons d'aborder cette matière et cette pratique sont très différentes selon les personnalités, et voilà, ça révèle beaucoup les personnalités. Mais en tout cas, je pense qu'on vient pas faire de la céramique et toucher la terre pour rien. Il y a quelque chose d'assez émouvant d'ailleurs, je trouve, chez tous les élèves que j'ai pu croiser. Il y a quelque chose d'un peu indicible, un lien, quelque chose. Alors soit on vient pour déverser un trop-plein, soit il y a des manques à remplir, mais il y a toujours ça laisse pas indifférent, et les gens sont souvent assez bouleversés, émus. Enfin voilà, ils ressortent de là un peu différents, je pense. Alors il y a faire de la céramique et il y a aussi être céramiste. Toi tu défends cette idée selon laquelle être céramiste, c'est un vrai métier, c'est un vrai savoir-faire, c'est pas qu'un hobby précisément. Pourquoi tu insistes là-dessus ? Quel est le point de bascule entre les deux ? Mais alors oui, c'est ce que je dis souvent, c'est que c'est le hobby, c'est un hobby hyper accessible. C'est-à-dire qu'effectivement, une boule de terre, il n'y a pas forcément besoin d'outils. Bon, après, évidemment, il faut un four, il faut cuire et tout ça. Et c'est en même temps l'artisanat le plus exigeant, parce que, je veux dire, quand on pense même à la recherche d'émail, c'est-à-dire toute la couleur, il y a des céramistes qui peuvent passer une vie, effectivement, à mettre au point un émail. Je pense par exemple à Jean Girel, qui est dans cette quête de l'émail, d'un émail qui n'existe plus, enfin qui existe japonais, sur un petit bol au Japon. C'est ouf. Il peut tourner 1000 bols et faire 1000 essais démo, et puis finir par tout jeter parce que c'est pas ce qu'il cherchait. Donc il y a toute la gestion du feu, il y a évidemment la maîtrise technique des gestes, en plus qui sont nombreux, parce qu'il y a le tournage, mais il y a le modelage, il y a tout le façonnage aussi en coulage, donc ça c'est avec des moules en plâtre. Donc il y a aussi tout ce qui gravite autour de la céramique, tous ces outils là aussi qu'il faut apprendre à maîtriser. Et c'est vrai que c'est très simple, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire on peut se satisfaire des surprises à la sortie du four, et c'est toujours plus facile de faire une pièce unique, ça c'est sûr. Après, rentrer dans une maîtrise d'une série quand on veut travailler plutôt sur des pièces en série, ou reproduire des choses, par exemple, ne serait-ce que dans la position de la pièce dans le four va influencer la couleur.
Donc maîtriser comme ça, voilà, savoir vraiment maîtriser sa matière, ça demande énormément de temps, de pratique. Je pense qu'on peut passer une vie, une vie de recherche, c'est infini, tant sur la forme que sur la couleur, ou sur le propos. Et moi, je me sens pas du tout ni arrivée, ni confirmée. Enfin, je veux dire, je suis toujours en train d'apprendre. J'ai l'impression encore d'être un bébé céramiste en formation perpétuelle. Après, je sais que j'ai plus de 10 ans. Oui, ça fait plus de 10 ans et je me sens plus rassurée sur certains points techniques, mais bon, chacun a aussi sa spécialité, chacun développe ensuite son propos, et je pense que c'est ça qui est vraiment important, parce que effectivement, je pense que c'est vraiment une maîtrise technique, un réel savoir-faire, et après, il faut savoir trouver son langage, il faut savoir pourquoi on fait ça, parce que c'est clairement des objets qui vont durer, rester. Ouais. C'est une matière extrêmement pérenne. Donc pourquoi, qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on veut raconter ou pas. Ça peut aussi être très simplement juste des très belles pièces utilitaires, bien pensées, bien faites. J'aime bien l'idée de pouvoir aussi faire les deux. Mais je pense qu'il faut pouvoir aujourd'hui trouver quand même un peu son langage et son écriture, parce qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui ont envie de travailler les céramiques. Et je pense qu'il y a probablement de la place pour tout le monde. Après, c'est bien quand on trouve son univers, je pense. Justement, en parlant de trouver son univers, moi je crois que je t'ai connue grâce à la petite boîte Mademoiselle M, c'est ça ? Oui. Qui est en forme de sein. Tout à fait. Et au-delà de cette boîte, je me demandais, parce qu'on vient d'évoquer le fait de trouver sa patte, son univers, à partir de quels grands axes tu as développé ta patte ? Parce que je suppose que demain, tu ne te mettras pas à faire des porte-clés fluorescents multicolores, enfin quoique. Mais est-ce que tu as pensé ton ADN de céramiste ? Pas du tout. Alors ça, justement, j'étais très inquiète par rapport à tout ça, de savoir quel était mon univers, est-ce que j'étais une artiste, une créatrice, qu'est-ce que j'avais à raconter, voilà. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai abordé la céramique aussi vraiment par le côté technique, le côté artisanat, en me disant que si je maîtrisais vraiment cette matière, que les idées allaient venir peut-être après, mais que j'étais très, très, très inquiète par rapport à toute cette histoire de créativité. Donc j'ai vraiment voulu aborder les choses d'un côté artisanal, et je me suis rendu compte justement que beaucoup de mes pièces, les idées sont venues justement de la matière et des contraintes techniques. Mais c'est vrai que quand on voit là même à l'atelier, il y a plein de directions différentes. Je cherche, et j'ai parfois l'impression qu'il y a des pièces qui sont... peut-être qu'on a l'impression que ça veut rien dire, mais en fait, je pense que la cohérence, elle se fait après. Elle se fait aussi sur le regard qu'on porte sur les choses. Et que je me dis que malgré tout, ma patte ou mon regard qui je suis doit forcément à un moment transpirer dans mes pièces. Donc, mais c'est vrai que je construis pas les choses en me disant je dois aller là, je veux donner cette image-là. Ou voilà. Après, de réfléchir sur des collections ou de pousser un projet. Je sais que j'avais fait toute une expo autour du trempage de végétaux dans de la porcelaine, de sorte de fossilisation de porcelaine. Il y en a encore quelques-uns, par exemple, là. Là, j'avais voulu effectivement raconter une histoire, donc qui partait effectivement d'essais techniques, et du coup j'ai ensuite développé un propos autour de ça. Mais après, il y a j'ai évidemment des influences, et des choses. Comme quoi ? Comme beaucoup, pas mal la sculpture aussi, des années 50-60, mais ça peut être plein de choses, évidemment la nature, l'architecture aussi, pas mal, l'architecture aussi industrielle que j'aime beaucoup, mais ça peut être aussi, par exemple, tous les petits soliflores qui étaient là, c'était aussi un peu un clin d'œil au peintre Morandi. Ça peut être... c'est très vaste, je pense qu'on peut trouver du beau quand même dans beaucoup de choses, et je peux autant, quand on apprend à regarder, c'est vrai que je peux autant, par exemple, aimer un tableau rococo et en même temps une œuvre extrêmement épurée. Tout dépend de la puissance, en fait, je pense, de l'œuvre, quoi, et j'ai pas envie de me fermer de porte. Après, c'est vrai que je pense que je vais vers aussi une recherche un peu de forme, mais j'ai très envie de développer la recherche de couleurs aussi. C'est un travail hyper long. Donc là, il y a un peu quelques petits essais de début de recherche, mais ça demande quelques 2 ans de recherche. On a à peu près 200 tessons, 200 essais, mais ça demande aussi un vrai temps. Et puis ensuite, c'est
voilà, c'est bien de trouver une couleur, mais il faut trouver une forme qui soit adaptée à la couleur, qui puisse révéler et servir au mieux cette couleur et cet émail. Donc tout ça est une grande discussion permanente entre forme et couleur. Et voilà, mais j'ai pas envie de m'interdire d'explorer des pistes. Donc porte-clés fluo, peut-être pas. Peut-être pas, mais bon. Peut-être pas, mais bon, pourquoi? Ouais, la recherche est permanente, quoi. Bah oui, et puis on change et on évolue, et puis je trouve ça difficile de devoir choisir. Je trouve que c'était assez français de devoir choisir entre voilà, beaux-arts, artisanat, pièces utilitaires, sculpture. Ouais. C'est une matière qui est tellement incroyable, qui permet tellement de choses, que pourquoi se restreindre? Et je peux être bouleversée par un bol bien tourné et très simple, parce qu'il tient bien dans la main, parce que la couleur est belle, parce qu'il y a quelque chose de sincère dans ce qui a été fait, et je trouve que ça, c'est hyper important. Et comme je peux être aussi bouleversée par des œuvres plus culturelles et plus abstraites, et je trouve que en fait c'est vraiment ça le truc, c'est qu'il faut garder cette sincérité là. Et moi je le sens aussi quand il y a des pièces que je commence à plus avoir, à y apporter moins de soin, et ça rejoint ce qu'on disait sur la persévérance, l'humilité et le respect de cette matière. Dès que je sens que qu'il y a une sorte de lassitude, ou que je me dis bon là ça va passer, c'est pas parfait mais ça passe, je me dis non, faut arrêter, parce que c'est plus ça. Et qu'en fait les pièces, je trouve que c'est ce qui fait aussi souvent la différence entre, je trouve, un bon céramiste ou un mauvais céramiste, ou quelqu'un dont le travail va se démarquer, c'est cette sincérité là, et c'est cette petite émotion qui est presque imperceptible, mais qui affleure, je trouve, dans les pièces qui sont faites avec cet amour-là, cette sincérité-là et cette envie, quoi. Tu as un petit peu évoqué l'idée, mais comment tu appréhendes, toi, cet engouement à nouveau pour les métiers d'art en général, et notamment la céramique? Non, alors c'est vrai qu'il y a un vrai engouement pour cette matière que je trouve super. C'est très bien, parce que ça fait vivre ce matériau, que je pense que les gens s'y intéressant comprennent aussi les contraintes techniques, c'est la temporalité, donc c'est vrai que... Puis ça prend de la place en soi aussi, si on veut complètement, vraiment... ouais, et puis souvent les gens qui viennent par exemple faire des stages me disent ah oui, je comprends pourquoi, ok, un bol c'est ce prix-là, d'accord, en fait c'est très long, en fait il y a tout le matos. Oui, les gens commencent à comprendre le prix, d'ailleurs. Tout à fait, oui, ça commence, les gens vraiment le public s'éduque à l'artisanat, au savoir-faire. Il y a cette vraie envie aussi de retrouver, je pense, du sens dans les objets. De revenir à des choses plus humaines, et dont on connaît la provenance. Et donc je pense qu'il y a ça, il y a cette envie d'artisanat, et il y a aussi, justement, parce que je pense qu'il y a ce truc où on est complètement déconnecté de notre corps, des sensations. Les gens mettent souvent aussi beaucoup de temps, par exemple en cours, à lâcher prise, à ressentir. Souvent je leur bande les yeux aussi de temps en temps, en leur disant concentre-toi sur la sensation. Et c'est tellement sensuel que c'est complètement bouleversant, c'est totalement addictif. Donc je comprends les gens qui ont envie de passer leur journée les mains dans la terre. C'est assez magique. Après, effectivement, je trouve que c'est bien pour la vie de ce matériau-là. Après, je le répète encore, c'est vrai que c'est un artisanat très exigeant, et puis pour en vivre, ça demande un investissement énorme. C'est hyper chronophage. Enfin, je veux dire, moi, les pièces, c'est des bébés, quoi. Donc, je peux revenir effectivement bosser samedi, dimanche, parce qu'il faut venir découvrir une pièce pour qu'elle sèche juste pendant 2 heures, et puis revenir 2 jours après pour la réemballer, parce que c'est pile le moment où il faut que le séchage s'arrête. Donc, c'est très technique, c'est assez chronophage. Donc, je pense que c'est pas forcément adapté c'est pas un métier que tout le monde ne peut pas forcément faire ce métier. Je trouve ça bien. Je trouve que ce qui est important, encore une fois, je pense, c'est de pouvoir trouver son style, son univers. Je pense qu'il y a probablement sûrement de la place pour tout le monde. Après, c'est une matière et un métier et un artisanat que je respecte tellement. Je suis tellement admirative de mes pairs et des grands céramistes que j'admire dans cette quête aussi un peu ultime de faire sa terre, de faire ses émaux, de fabriquer son four. Évidemment, moi j'en suis pas du tout là, et je dis pas qu'il n'y a pas forcément des choses intéressantes qui se font en dehors de cette pratique assez rigoriste et assez traditionnelle, mais il peut y avoir des gens qui ont relativement peu de technique, mais qui tout d'un coup vont sortir un truc génial, où il y a vraiment une force, un propos, quelque chose. Je suis pas fermée du tout à ça, mais je pense que c'est aussi quand même bien d'apprendre à maîtriser cette matière, ou en tout cas à essayer d'apprendre
d'apprendre. D'apprendre. Voilà. J'ai une question qui est volontairement naïve. Est-ce qu'il y a des tendances en céramique ? Et où tu te places par rapport à ça, toi, bien évidemment ? Alors oui, des tendances, je trouve qu'il y a quand même... En ce moment, par exemple. En ce moment, des tendances, j'ai l'impression comme en fait il y a beaucoup de gens qui se mettent à faire de la céramique et on voit beaucoup de choses aussi pas mal sur les réseaux sociaux. Effectivement, il y a des tendances, aussi beaucoup de choses qui se ressemblent pas mal, je trouve. Il y a un côté très brut, justement, des terres nues, des terres justement qui sont pas émaillées. Je pense que c'est aussi, il y a beaucoup de gens qui font ça aussi parce que l'émail est très compliqué à maîtriser, donc c'est parfois une petite pirouette aussi. Après, il y a aussi non, il y a une telle diversité de possibilités qu'on voit aussi des gens qui développent des très jolies collections de vaisselle, avec aussi tout un travail sur la couleur et sur l'émail. Je pourrais pas, j'ai pas envie de faire bureau de tendance parce que c'est vrai que oui, je pense qu'il y a tellement de choses, mais et moi où je me place, je n'en sais absolument rien. Ouais, tu t'en fiches. Complètement. Mais oui, il y a forcément des choses en plus qui sont quand même dans l'air du temps. Évidemment, forcément que je suis influencée aussi par tout ce que je vois, par plein de choses. On ne crée jamais, je pense, complètement ex nihilo et on est évidemment influencé par eux, complètement. Et après, tendance, je ne sais pas, parce que justement, j'ai envie d'explorer plein de pistes différentes, peut-être des pièces plus sculpturales, plus j'ai envie de faire du mobilier aussi. Donc voilà, j'ai envie d'explorer plein de trucs et... On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que, je pense savoir la réponse, mais est-ce que les réseaux sociaux sont un outil capital pour développer son entreprise de céramique ? Oui, aujourd'hui, oui, c'est sûr qu'on peut pas nier la force de frappe des réseaux sociaux, c'est clair. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Puis ça s'est fait un peu... j'ai commencé, donc voilà, il y a 10-15 ans la céramique, et donc je suis arrivée un peu aussi au début des réseaux sociaux. Et ça s'est fait assez... naturellement, parce qu'il y a il a commencé à avoir pas mal d'articles de presse et de choses comme ça, donc j'ai eu pas mal de chance. C'est sûr que c'est oui, hyper important, bien sûr, et super pour communiquer aussi. C'est un vrai soutien. Enfin, je veux dire, moi, on est tellement aussi dans la solitude de l'atelier, beaucoup, que ces vagues d'amour et de reconnaissance, elles sont évidemment essentielles. Enfin, c'est sûr que c'est très porteur et très encourageant, puis ça permet d'avoir l'impression de communiquer et d'échanger assez facilement avec pas mal de monde. Et puis après, je sais que je suis pas la meilleure du tout dans la gestion de mes réseaux sociaux, je fais tout ça toute seule et tout, et c'est vrai que ce que je te disais, c'est que le temps de l'atelier il est ce qu'il est, il n'y a pas tous les jours des trucs qui sortent magnifiques, et que j'ai pas envie de faire du contenu pour du contenu. C'est vraiment un mot que je déteste. Produire du contenu, c'est vraiment j'ai du sens, quoi. Produire des objets et du sens, ok, mais pas du contenu pour rien. Donc je sais que je suis un peu moins présente, que je devrais poster à 18h en tenant compte des statistiques et tout, mais j'ai pas envie, quoi. Je crois que déjà ça me ressemble pas, puis non, j'ai envie de garder un peu de sincérité, et puis un autre langage, une autre écriture, de m'autoriser aussi à peut-être mettre des choses moi sur mes objets, mais des inspirations ou des photos. Je fais aussi un peu j'aime bien prendre des photos et tout, quelque chose de plus... mais j'arrive pas à vraiment anticiper, à avoir un plan de com ou ni de carrière, donc je suis assez, je pense... instinctive et ça se passe très bien comme ça. Oui. Ça se passe très bien comme ça, si bien que tu donnes aussi des cours. Oui. Comment déjà l'idée de donner des cours s'est imposée ? Est-ce que c'était d'abord pour, rendre l'atelier viable aussi financièrement, parce que c'est important aussi l'argent, ou est-ce que ça a tout de suite été quelque chose d'important ? Comment tu t'es placée par rapport à cette envie de donner des cours ? J'ai attendu assez longtemps. J'ai attendu à peu près 6 ans avant de donner des cours, justement parce que j'avais vraiment envie d'être capable d'emmener les gens loin, et d'avoir quand même un certain savoir-faire et d'avoir quelques heures de vol aussi, de m'être confrontée à des grosses productions, à des productions en série, à des commandes qui m'ont fait aussi moi dépasser des difficultés techniques. Et je me suis toujours dit que je voulais pouvoir, en regardant la pièce d'un élève, comprendre ce qui s'était passé même sans voir le geste. Et ça, c'est uniquement en pratiquant et en travaillant beaucoup qu'on peut
comprendre ça, et que je pense que apprendre à apprendre, c'est très différent que de faire. Et ça demande aussi c'est beaucoup de psychologie dans les cours, parce que ça révèle tellement les personnalités que il faut faire comprendre aux gens que c'est long, parfois un peu ingrat, mais qu'il y a plein de grands bonheurs à la clé. Donc oui, il y a aussi une partie, évidemment, faut pas se leurrer que c'est aussi il y a une partie financière, c'est sûr, parce que pour vivre de la vente de pièces, il faut soit produire beaucoup, soit des sculptures très très chères, et avoir des collectionneurs, enfin un vrai réseau. Donc oui, il y a évidemment une partie financière, et c'est surtout aussi hyper émouvant de transmettre, et c'est vrai que moi, j'ai envie aussi de trouver du sens et de me sentir un peu utile sur cette petite planète. Et quand les élèves sortent des cours avec le sourire jusqu'aux yeux, et qu'ils ont l'impression d'avoir qu'ils se sentent un peu grandis, ou qu'ils ont pris du plaisir tout simplement, ou compris des choses, ou je trouve que c'est assez bouleversant, c'est très gratifiant, et c'est aussi essentiel. Moi, j'ai besoin aussi évidemment de transmettre. Je pense qu'il faut une balance entre les deux. C'est pareil, je pense qu'il faut nourrir les cours de sa pratique à soi. Et les deux, c'est un équilibre à trouver, une balance à trouver, mais je trouve que les deux sont vraiment essentiels. Donc si vous êtes au Kremlin Bicêtre ou près de Paris, venez me voir. Alors oui, j'ai eu un petit accident de genou, donc j'ai pas récemment mis en place beaucoup de stages, mais ça va revenir, je vous promets. Et il y a 6 personnes. Et oui, pour l'instant il y a 6 tours. Prochainement, l'atelier va un peu s'agrandir, donc il y aura peut-être 1 ou 2 places en plus. Mais je trouve ça bien de rester effectivement en petit comité pour être vraiment disponible pour chacun, pour tous les niveaux. Donc j'accueille tout le monde, tout niveau, et surtout aussi les novices, c'est très bien parce qu'ils sont vierges de tout mauvais geste, donc tout le monde est bienvenu. Il y a aussi il y a des stages, des cours hebdomadaires, et on peut passer me voir à l'atelier qui est très sympa, et c'est très lumineux, très grand, on est très bien. Ouais, on est très bien reçus. Où est-ce qu'on peut trouver tes pièces ? Alors justement aussi sur mon site qui est un peu en chantier, parce qu'évidemment je fais tout toute seule, il faut être un peu couteau suisse. Donc là soyons indulgents. Voilà, donc là il y a des pièces là-haut qui sont en cessage. Je suis en train d'essayer de préparer un peu une vente justement sur le site. Alors je trouve que la céramique, il faut la voir, la toucher, mais j'ai aussi envie que les non-parisiens puissent en profiter. C'est toujours un peu complexe de se déplacer avec tout un chargement de céramique. Donc je vais faire, je pense, une vente en ligne, et c'est vrai que des ventes éphémères comme ça, je trouve que c'est plus cohérent par rapport à la temporalité de la production. Donc il y a mon site, il y a quelques boutiques qui ont des pièces à moi, puis ça dépend aussi. Alors il y a la boutique Clin d'œil qui est dans le 11e. Ça, c'est à Paris. Voilà, oui, exactement. La manufacture parisienne, il y avait les pétroleuses, mais ça fait longtemps que je leur ai pas donné de pièces aussi. Okay. Elles vont m'en vouloir, mais oui, c'est vrai que c'est compliqué de prendre ce temps d'avoir envie aussi de créer des nouvelles pièces, d'être en recherche, et en même temps de produire pour faire des réassorts dans les boutiques, et de donner des cours, et tout. Voilà, et donc du coup, il y a des moments où on peut pas tout faire, et il y a des choses que je mets un peu en stand-by, mais ça revient, les stages reviennent, les pièces reviennent, je suis en production, ça arrive, je suis de retour. Ok, et je vais te poser une question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invitées. Est-ce que tu aurais un ou plusieurs coups de cœur culturels à nous partager que tu aurais fait récemment ? Eh bien, écoute, oui. Alors, j'ai vraiment été quand même bouleversée par le travail de Prune Nourri. Notamment son film qui s'appelle Serendipity. Je trouve que c'est vraiment une artiste puissante, il en manque. Je suis vraiment très touchée par son travail. Trop bien. Merci beaucoup, Pierre. Mais je t'en prie, Thomas, merci à toi. Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à vous abonner aux réseaux sociaux de la quille, notamment Instagram, et puis à en parler autour de vous, tout simplement. Merci beaucoup pour votre écoute et à très vite.